Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce lundi 26 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Aujourd'hui, c'est Gabriel qui va nous parler d'ici quelques minutes des événements liés au Salon de l'Agriculture. Mais tout d'abord, place aux actus du jour. La police du Luxembourg recherche activement Azra Osmanovic, âgé de 13 ans, disparu depuis jeudi dernier près de la Lorraine. Selon sa description, Azra a de longs cheveux bruns, mesure 1,60 m et portait un pantalon de jogging bleu aux couleurs d'un club de football, ainsi qu'une doudoune noire au moment de sa disparition. Toute personne ayant des informations est priée bien sûr de contacter la police. Et 4 alpinistes ont trouvé la mort dans une avalanche survenue à 1600 mètres d'altitude au-dessus de la station de ski du Mont d'Or. 3 autres personnes ont été légèrement blessées et les équipes de secours ont mobilisé une cinquantaine de personnes. Les efforts de recherche ont été aidés par la présence de balises sur plusieurs membres du groupe. Et samedi, sur les Champs-Élysées à Paris, l'association Attaque a mené une action déployant des banderoles formant la phrase « Taxer les riches » sur la façade du futur hôtel Vuitton. L'action ciblait directement Bernard Arnault, classé l'homme le plus riche du monde l'an dernier par le magazine Forbes. Les militants qui demandent une augmentation des impôts pour les riches ont été évacués sans débordement vers 20h30. Et pour conclure, l'association PETA a récemment suscité une polémique en proposant d'interdire les animaux en bois utilisés dans les manèges, arguant que leur présence véhiculait un message irrespectueux envers les animaux et encourageait leur exploitation. L'association dit lutter contre la domination humaine sur l'animal. Je vous laisse imaginer la réaction des forains. Et je laisse maintenant la parole à Gabriel. Gabriel, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Ce week-end, l'ouverture du Salon de l'Agriculture à Paris ne s'est pas faite sans heurts. Des centaines d'agriculteurs manifestant leur mécontentement ont perturbé l'événement avant son inauguration officielle par le président Emmanuel Macron. En effet, face à la crise agricole qui frappe l'Europe tout entière, c'était pour eux l'opportunité rêvée de dire haut et fort au président leur désarroi face à la politique agricole commune et au pacte vert européen. En réponse à ces préoccupations, le gouvernement avait déjà réagi en proposant des mesures d'assouplissement, notamment sur l'utilisation des pesticides et des aides financières d'urgence. Mais malgré ces annonces, la colère des agriculteurs persiste. Ils dénoncent notamment le non-respect de la loi Egalim par les distributeurs. Celle-ci vise normalement à améliorer le revenu des agriculteurs, mais serait de fait contournée. Ils expriment aussi leur frustration face à des normes environnementales jugées trop contraignantes et à une concurrence qu'ils considèrent comme déloyale, notamment en raison des importations de produits agricoles ne respectant pas les mêmes standards. Bref, de leur point de vue, ces politiques sont comme des chaînes qui entravent leur travail et grignotent leurs revenus. Et c'est pourquoi, cette année, le Salon de l'Agriculture est devenu le théâtre d'une attente fébrile de la part du monde agricole. Regardez. Avec un mécontentement croissant et insatisfait des récentes mesures de soutien proposées par le gouvernement, les agriculteurs réclament des actions immédiates et efficaces. Samedi 24 février, certains d'entre eux ont choisi de pénétrer de force dans l'enceinte du Salon international de l'agriculture avant son ouverture officielle. Les tensions étaient palpables, surtout à l'arrivée d'Emmanuel Macron par une entrée différente pour une réunion privée avec les représentants syndicaux. Durant les altercations, les forces de l'ordre déjà présentes par dizaines ont eu besoin de renforts et les interpellations ont parfois été vigoureuses. Je défends mon métier les gars, j'ai rien fait. Plusieurs manifestants ont déclaré ne rien attendre de la visite de Macron. Et qu'est-ce que vous attendez de la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui? Là, plus rien maintenant, plus rien. Puisqu'il nous reçoivait les CRS, on est chez nous, il n'y avait pas à avoir les CRS dans le salon, j'attends plus rien de lui. On est baladé depuis le début, ça fait plus d'un mois qu'on manifeste. On veut des prix, on veut pas de primes, on en a rien à foutre de ces mesurettes à Macron. Encore une fois de plus, il balade comme il a baladé tous les Français. Donc aujourd'hui, Macron c'est bien simple, il faut qu'il sorte de là. Le chef de l'État a tenté de désamorcer la situation. Le salon doit se tenir dans le calme. Je le dis pour tous les agriculteurs, vous n'aidez aucun de vos collègues en cassant des stands, vous n'aidez aucun de vos collègues en rendant le salon impossible. Déclarant privilégier le dialogue plutôt que l'affrontement, Macron a ensuite entamé un débat impromptu avec certains agriculteurs. Au cours de cet échange, souvent marqué par la tension,
Les agriculteurs ont exprimé leurs préoccupations concernant les prix et leur situation économique précaire. Vous savez, nous on travaille à peu près 100 heures par semaine. Moi ça fait 3 ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas un revenu. C'est ma femme qui me fait vivre. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte aussi. J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Vous croyez que ça me fait plaisir de monter au salon? C'est mon père qui a 72 ans qui s'occupe de la ferme. Là. En réponse, le président a promis qu'un plan d'aide financière d'urgence serait mis en place dès lundi 26 février, ainsi qu'une initiative visant à sécuriser leurs revenus. Le prix minimum, on l'avait jamais fait, je prends l'engagement. Le combat des galimaux européens, j'en prends l'engagement. Tentant de convaincre, Macron a ensuite parcouru les allées du salon, en affichant calme et sourire, malgré les huées et les sifflets qui l'ont accompagné durant une grande partie de sa visite. Les mesures annoncées par le gouvernement ne constituent qu'une réponse partielle aux problèmes profonds du secteur. Après avoir annulé un débat qu'il souhaitait organiser lors du salon avec des agriculteurs, des transformateurs de produits alimentaires et des détaillants, le président Macron a déclaré qu'il convoquerait les représentants des syndicats agricoles et d'autres acteurs du secteur au Palais de l'Élysée dans 3 semaines. Autant dire une éternité pour les agriculteurs déjà à bout de souffle. Pourtant, la crise agricole en Europe, exacerbée par des politiques jugées contraignantes et une concurrence déloyale, nécessite des actions rapides. Alors pourquoi attendre ? Le président du Salon international de l'agriculture a lui-même déclaré, je cite, « On n'avait jamais connu cela en 60 ans de salon de l'agriculture. » Autant dire que le malaise est profond et qu'il ne pourra être apaisé que par des engagements fermes et une réelle prise en compte des besoins des agriculteurs. Je vous remercie. Rémi, à vous l'antenne. Merci Gabriel. Et suite aux attaques répétées des Houthis contre des navires en mer Rouge et dans les eaux environnantes, plusieurs pays occidentaux ont mené des frappes au Yémen le 24 février. Ces frappes ont visé 18 cibles Houthis réparties sur 8 sites au Yémen, comprenant des installations souterraines de stockage d'armes et des équipements militaires utilisés bien sûr par les Houthis. Et aux États-Unis, lors d'un discours, l'ancien président américain Donald Trump a déclaré que son 2e mandat serait marqué par la plus grande opération d'expulsion de l'histoire des États-Unis. Il estime que sous Biden, des millions de personnes sont entrées illégalement aux États-Unis, que beaucoup sont des criminels et qu'en conséquence, il n'aura pas d'autre choix que d'expulser massivement les clandestins s'il accède au pouvoir. Et on passe maintenant aux actualités Chine avec Vladia. Vladia qui va nous parler aujourd'hui de plusieurs catastrophes et d'une controverse qui a fait beaucoup de bruit. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Aujourd'hui, je vais vous parler de graves incendies dans la province du Guizhou, dans le sud de la Chine. Plus de 200 incendies se sont déclarés en l'espace de près de 2 semaines. Les images satellites officielles ont montré des feux sur près de la moitié de la province, mais les autorités locales n'ont fait état des incendies que 12 jours plus tard, déclarant à cette occasion qu'au moins 2 personnes étaient mortes. Ce retard a suscité de vives critiques de la part des citoyens chinois. Beaucoup se demandent évidemment si les autorités n'essaient pas de dissimuler les faits. De plus, la catastrophe a fait des ravages dans l'industrie agricole locale. Les agriculteurs rapportent que des dizaines de porcs et de poulets ont péri, ce qui a entraîné de lourdes pertes financières pour les agriculteurs. Une vidéo prise sur une autoroute voisine montre une épaisse fumée s'élevant dans le ciel et des flammes le long de la route. Selon les reportages officiels, l'incendie pourrait être dû à un allumage illégal. Jusqu'à présent, 10 personnes ont été arrêtées. Et on passe du feu à la glace dans la série des catastrophes en Chine. Un énorme carambolage a eu lieu dans la ville de Suzhou, impliquant plus d'une centaine de voitures. Et cette fois-ci, les médias locaux disent la même chose que moi, donc pas de controverse pour cette news. Une vidéo diffusée vendredi par des témoins montre les conséquences des collisions. On y voit des dizaines de voitures agglutinées sur l'autoroute. Selon la police chinoise, l'accident a fait au moins 9 blessés. 3 personnes ont été envoyées à l'hôpital et 6 s'en tirent avec des écorchures sans gravité. La cause de l'accident fait toujours l'objet d'une enquête. Je vais conclure avec un sujet qui a fait polémique. Il y a quelques jours, je vous avais parlé d'un incident au cours duquel 4 ressortissants chinois ont pénétré dans les eaux taïwanaises. 2 d'entre eux sont morts alors qu'ils fuyaient les gardes-côtes taïwanais. Les 2 autres ont été secourus ensuite. Eh bien, à leur retour en Chine, les 2 survivants ont changé leur version des faits, tiens donc, lors d'une interview accordée aux médias d'État chinois. Ils s'étaient auparavant ralliés aux conclusions des gardes-côtes taïwanais, selon lesquelles le bateau avait chaviré à l'issue d'une poursuite à grande vitesse. Et cette fois, ils disent que les gardes-côtes les ont percutés.
Et bien évidemment, ce changement de discours soudain en passant la frontière de Taïwan à la Chine continentale sert les intérêts de la propagande du gouvernement chinois. Et bien sûr, ils ont éludé la question essentielle, à savoir comment se fait-il qu'ils se sont enfuis alors que c'était un simple contrôle de routine. Les autorités taïwanaises n'ont pas la réputation de maltraiter les Chinois qui contrôlent. Et pour aller plus loin, les gardes-côtes taïwanais ont déclaré que l'équipage du bateau de pêche avait refusé d'autoriser l'inspection de leur navire, un modèle rapide utilisé pour la pêche. C'est alors qu'il s'est retourné en tentant de s'enfuir à toute vitesse. Pékin affirme que les membres de l'équipage sont des pêcheurs, mais les médias taïwanais soulignent que les 2 membres d'équipage survivants ne parlent pas le dialecte standard des pêcheurs de cette région. Au contraire, ils semblent avoir l'accent d'une région située à 1 millier de kilomètres de Taïwan. En réponse à l'accusation de l'équipage chinois, les gardes-côtes taïwanais ont déclaré que des facteurs tels que la poursuite en mer et le court laps de temps n'ont pas permis d'enregistrer l'incident sur caméra. Ils ont toutefois affirmé que la vérité ne serait pas compromise et ont prévu de commander des caméras corporelles pour les membres de l'équipage. Et ce n'est pas la première fois que Pékin cause des problèmes en mer de Chine méridionale, et ça n'a pas seulement lieu avec Taïwan, mais avec beaucoup d'autres nations concernées par cette mer. C'est tout pour moi, merci à tous, merci Rémi, à bientôt. Merci Vladia, et on conclut cette édition avec Gentile Bellini, un peintre vénitien du XVe siècle. Bellini a beaucoup travaillé sur la représentation détaillée de sa ville natale, Venise. Ses peintures expriment la vie vénitienne, mettant en valeur la place Saint-Marc, les canaux, les mosaïques et des festivités riches en influences orientale. Bien que sa peinture se focalise souvent sur les détails de la vie quotidienne à Venise, Bellini a maintenu des éléments religieux dans ses thèmes en peignant des processions, des miracles et des prédications. Son style est marqué par une construction linéaire et une disposition soignée des figures, mettant moins l'accent sur l'utilisation de la lumière et des couleurs. Bellini a laissé un héritage significatif dans l'art de la Renaissance par sa représentation détaillée de la vie vénitienne ainsi que par sa maîtrise de la composition picturale. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi, excellent début de semaine. À demain.